Bienvenue à ce quatrième épisode de Comment avance le monde, puisque au sein du cabinet Garouet, on a décidé d'organiser sous forme d'interview ces webinaires avec des sociétés, des dirigeants qui sont tout autant engagés que notre cabinet. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un cabinet d'avocats engagé? C'est un cabinet d'avocats qui est société à mission déjà, puisque nous le sommes. Et d'ailleurs, nous avons eu le test de l'OTI et que nous avons réussi. Et on a pris l'engagement d'inscrire l'activité juridique dans un écosystème responsable qui instaure la confiance et l'éthique dans les relations d'affaires. Aujourd'hui, Océane, qui dirige le pôle propriété intellectuelle, et moi, qui dirige le pôle social, nous accueillons Anne-Laure Saint-Giron, qui est directrice générale adjointe et directrice du développement des Alchimistes. Alors en fait, c'est plutôt elle qui nous accueille, puisqu'aujourd'hui, on est dans les locaux des Alchimistes Provence pour ce webinaire. Donc déjà, merci beaucoup Anne-Laure de nous accueillir. Et Anne-Laure, donc, qui va se présenter, mais juste pour vous dire déjà, elle a un parcours un petit peu particulier, puisqu'elle était avocate en droit de l'environnement dans un cabinet d'avocats parisien puis marseillais. Et c'est là où nous sommes connus, puisque nous avons exercé cette profession ensemble dans ce cabinet d'avocats. Et elle a décidé de changer sa carrière d'orientation. Et c'est la raison pour laquelle elle se trouve aujourd'hui directrice générale adjointe des Alchimistes. Voilà. Alors Anne-Laure, je te laisse te présenter. Oui, alors moi c'est Anne-Laure. Je suis donc aujourd'hui, je travaille au sein des Alchimistes Provence. Les Alchimistes Provence, nous, notre mission, c'est de faire de la collecte de déchets alimentaires pour produire du compost et nourrir les sols. Nous, on fait ça pour participer à lutter contre le dérèglement climatique en apportant de la matière au sol et en essayant de boucler la boucle de l'alimentaire, donc de l'aliment vers la terre. Donc, on récupère les aliments qui sont jetés pour éviter qu'ils soient incinérés ou enfouis, ce qui sert à peu près à rien sauf à brûler de l'énergie. Et nous, on les récupère pour fabriquer du compost. Et aujourd'hui, je m'occupe du développement de l'entreprise. Donc, je dirige une équipe de commerciaux et on travaille dans les Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse et dans le 04 aussi. Et après, on a des cousins, on fait partie d'un réseau, les alchimistes, on a des cousins un petit peu partout en France. Et voilà. Et avant, en effet, j'étais avocate. J'ai été avocate pendant une quinzaine d'années. J'ai exercé d'abord en droit pénal international à La Haye. J'ai travaillé au tribunal pour l'ex-Yougoslavie. C'était ma première passion. Et puis après, habiter à La Haye, quand tu as 23 ans, je me suis dit qu'il y avait peut-être d'autres villes un peu plus attrayantes. Et puis le droit pénal international, c'était ma passion. Mais en fait, c'est quand même, c'est l'ONU, c'était très intéressant. Mais c'est aussi c'est un milieu assez stressant, contraignant. Et voilà, mais bon, c'était très intéressant. Et puis après, je me suis installée à Bruxelles et je me suis retrouvée en environnement. Au début, je travaillais pour des assos. Je travaillais pour une association parapluie qui défendait plein d'associations européennes. Et on faisait du lobbying au Parlement, à la Commission. Et ensuite, j'ai bossé pour des cabinets en droit de l'environnement. Là, j'ai fait du conseil pendant une dizaine d'années. Donc, j'ai bossé à Bruxelles, ensuite à Paris et ensuite à Marseille. Et voilà, ça fait depuis 5 ans que j'ai raccroché ma robe. J'hésite à faire du stand-up comme Caroline Vigneault, mais je n'étais pas assez marrante. Donc, je me suis retrouvée à faire Des déchets. Des déchets. C'est beaucoup plus utile. Beaucoup plus utile, beaucoup moins marrant. drôle. Si, c'est drôle. Aujourd'hui, je rigole tous les jours. Je rigolais pas tous les jours. Non. Alors, tu t'es déjà engagée quand tu étais avocate en droit de l'environnement, par ta matière, mais même dans ton quotidien. Parce que moi, je me souviens quand on s'est connus, déjà, tu ne comprenais pas que j'utilise des gobelets en plastique. Tu me disais, mais Marie, mais prends une gourde, quoi, c'est pas possible. Ça, les capsules de café, etc. Alors, je n'étais pas très bonne élève à l'époque, mais je me suis beaucoup améliorée depuis. Oui, mais même avant d'arriver chez Garou, j'avais quand même changé. J'avais acheté une gourde. Voilà. Donc, qu'est-ce qui, à un moment donné, t'a fait dire qu'il fallait que tu changes d'orientation de ta carrière, que ton quotidien ne te convenait plus? Qu'est-ce qui a fait changer tout ça? Je sais pas s'il y a eu un moment où ça a fait tilt, genre j'aimerais bien raconter ça, c'est pas mal, mais c'est du bon storytelling, mais c'était plutôt un process. Ce qui m'a aussi quand même fait pas mal changer, c'est mes enfants qui me posaient des questions. Aujourd'hui, voilà, au-delà de mes convictions écologiques, je pense que ça a aucune, enfin, on peut en parler, mais je suis pas sûre que c'est ça l'intérêt. Aujourd'hui, on est de toute façon dans une crise écologique, il faut faire des choses, il faut faire des choses au niveau personnel, il faut faire pour faire bouger des choses au niveau plus global et au niveau Pro aussi. pro. En fait, on est des consommateurs. Aujourd'hui, nous, notre pouvoir, c'est notre porte-monnaie. Enfin, nous, en tant que c'est notre porte-monnaie, c'est ce qu'on achète, comme on vit, enfin voilà. Et donc moi, c'était plutôt en accord comme ça dans ma vie perso. Mais quand mes enfants me disaient, ouais, mais
toi, tu fais quoi? J'étais là: «Bah, ouais, je fais droit de l'environnement». «Ah bon? Et du coup, tu protèges la planète?» J'étais là: alors, en réalité, pas vraiment». C'est sûr quand on fait du conseil en droit de l'environnement, moi, je travaille pas pour les assos, hein, je travaille dans un cabinet où les clients, c'est des clients, industriels, d'entreprises, et cetera. Et donc oui, on conseillait, forcément, dans le respect de la réglementation, et cetera. Mais j'ai toujours cette espèce de frustration qui était de 2 ordres. Le premier, c'est que en fait, tu donnes des conseils, et cetera, mais au final, tu fais jamais, tu sais jamais d'ailleurs ce qui est fait. Et le droit de l'environnement, c'est un peu le dernier roue du carrosse, hein, du droit. C'est genre, on le fait, si jamais on a le temps, si jamais on a l'argent. Et en fait, souvent, ça passait à la trappe dans des dossiers où on était en multi matière. J'étais là, et sinon, nous. Et en fait, ça passe à la trappe. Ça passe à la trappe. Pourquoi? Pour moi, il y a un énorme problème de politique. En gros, c'est pas la priorité. Si tu faisais du droit de l'environnement comme si tu devais le droit fiscal, c'est-à-dire tu dois te mettre en conformité ou tu dois agir. Si agis plus 1, tu l'as pas fait, tu te prends 10%. Aujourd'hui, il n'y a pas grand. Moi, je veux pas qu'on soit dans un monde comme ça, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a peu de choses qui sont contraignantes. Et donc, au final, si tu respectes pas la règle, globalement, c'est moins cher. C'est souvent moins cher de payer la sanction que Que de la respecter. que de la respecter. Donc, moi, j'en avais un peu marre de dire aux gens ce qu'il fallait faire et je me suis dit, bon, bah, je vais passer à l'action et je me suis préféré faire. Et ça, c'était une façon de faire quelque chose avec ses mains et d'arrêter de dire, ah ouais, non, mais les gens, ils doivent faire ci, ils doivent faire ça. Et en fait, ou les clients, ou nanana, et ben montrer l'exemple en se disant, ah bah voilà, nous, tous les jours, on se lève le matin pour aller collecter des déchets alimentaires, produire du compost et pas faire notre petite participation. C'est une des façons faciles de lutter contre le dérèglement climatique parce que le sol, ça permet de stocker du carbone, ça permet de retenir l'eau, ça a plein de pouvoirs magiques, ce qu'aujourd'hui c'est en mauvais état. Donc voilà, vraiment ça c'est notre mission. Et du coup c'est une mission qui me donne envie de me lever tous les jours, tous les matins. Ce que je trouve intéressant et ce que je pense que peut-être les gens qui nous écoutent, ou qui nous voient, savent pas forcément, c'est qu'en fait, c'est pas, juste, récupérer quelques déchets alimentaires, enfin les alchimistes, c'est pas juste récupérer quelques petits déchets alimentaires et faire du compost dans son coin. C'est une structure qui est quand même, assez conséquente. Enfin, nous, on a eu la chance de visiter, et qui, récupère quand même pas mal de tonnes Ouais. de déchets auprès de différents acteurs. Je crois qu'il y en a plus de 400, hein, Ouais, 450 points de collecte. ouais, c'est énorme d'avoir 450 points de collecte, c'est énorme et qui récupèrent, quotidiennement ou Ouais. c'est ça, C'est ça. En fait, la façon dont on fonctionne, c'est donc aujourd'hui, on collecte 3500, 4000 tonnes annualisées de déchets alimentaires par an. On a été créé en 2019, donc au début, on faisait du vélo, on allait collecter nous-mêmes, on avait des fourches, on compostait à la main à Foresta. C'était pas du tout la même ambiance, c'était plus à l'artisanal, c'était hyper sympa aussi. Aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche industrielle, quoi. On a un vrai site industriel et on composte, on composte environ, enfin, on collecte environ 12 tonnes par jour. Ouais, c'est énorme. Même plus. Et on fait que augmenter. Enfin, tous les ans, on fait x2, donc on a une grosse croissance. Et au niveau du réseau, on est à 25 000 tonnes par an. Ouais. Parce qu'il y a 13 alchimistes en France. On travaille en réseau. Il y a Paris, Lyon, la Provence, la Côte d'Azur, Toulouse, etc. On essaye de mailler le territoire. C'est aussi l'idée de faire moins de kilomètres déchets. Ouais. C'est aussi notre deuxième axe. C'est le carbone, de se dire, OK, un aliment avant d'arriver dans une assiette, il fait 1000 km. Si on peut éviter de le refaire faire des milliers de kilomètres pour aller se faire incinérer ou en four qui ne sert à rien, c'est peut-être pas trop bête. Donc c'est pour ça aussi on a créé ça. Donc oui, en tout cas, on a cette ambition. On a l'ambition au niveau du réseau de collecter 10% des déchets alimentaires de France. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Ouais. Et à tous ensemble. Ouais. Aujourd'hui, on est quand même 250 au niveau du réseau. Ouais, c'est beaucoup, hein, quand même. Moi, je suis partie en congé maître l'année dernière, on était 180, je suis revenue, on était 245. Je suis oui, oui, donc on a une croissance assez soutenue. Mais après, on est une entreprise, on a vraiment ESUS et on est très conscient et on prend soin. Enfin, c'est une de nos valeurs, c'est de prendre soin, justement d'accompagner cette croissance pour pas que ça pèse, que ça tire sur les équipes, sur nos collecteurs. On travaille avec des gens qui sont en procédure d'insertion. Ça, c'est aussi donc on a des collecteurs qui sont issus de parcours d'insertion dans d'autres structures et nous, on leur donne leur premier CDI en gros. Et ça se passe super bien. On n'a pas beaucoup de turnover. Il y a des gens qui sont hyper fidèles, des collecteurs. Donc, il y a Mounir qui est là depuis. C'est un de nos premiers salariés, quoi. Donc, ça, c'est chouette. On a un fort engagement et on a la chance d'être sur le même site tous. Ouais. Parce que parfois, en fait. Et du coup, ça crée une cohésion aussi d'équipe. On se fait des déjeuners, on se fait des trucs une fois par semestre. On se fait un tous exploite où on part tous à 5 h du mat et on monte dans des camions, on fait les collectes tous ensemble, après on partage un déjeuner. Et après, souvent, on fait un atelier d'intelligence collaborative, voilà, pour discuter, je sais pas, de plein de trucs, de notre fonctionnement, des règles et tout.
C'est chouette. Bah oui, c'est chouette. Et du coup, est-ce que aujourd'hui, donc ça fait combien de temps maintenant que tu as changé, Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, donc ça tu as de quoi dresser déjà un bon bilan en fait, hein, Ouais. des points positifs, des points négatifs, quels seraient les points négatifs en fait de ton changement? Bah, je me suis posé la question, à part la déception de mon père, hein. Ouais. Quoi? Tu vas quitter la profession? Il a failli tomber de sa chaise. Je dis, mais papa, en fait, ça ne me rend pas heureuse. Non, c'est vrai, bah, franchement, j'ai eu de la chance aussi dans mon parcours. En fait, quand j'ai arrêté d'être avocate, je me suis dit que je me donnais 1 an pour tester différents trucs. Au début, on était une asso, les alchimistes, donc Ouais. je bossais un peu pour 3 assos. Euh, J'avais bossé un petit peu pour une asso de Pulp Fiction c'est une AMAP de produits. Et ensuite pour les alchimistes, et puis pour un autre projet, en me disant, bon, bah, je vois ce qui me plaît. Et puis au fur et à mesure, bah, voilà, c'était les alchimistes. Et puis aujourd'hui, franchement, parce qu'il y avait je suis beaucoup plus en phase avec mes valeurs, tant Ouais. écologiques que mes valeurs, ma façon de fonctionner. Moi, ce qui me faisait un peu souffrir, ou je sais pas, c'est un peu fort comme mot, mais dans le métier d'avocat, c'est que c'est assez solitaire. On est un peu tout seul dans ses dossiers, même si on est dans un cabinet, même si machin. C'est un job qui, par essence, c'est pas Ouais, un. c'est vrai. Et moi, je suis plutôt un team player. J'aime bien les gens, j'aime bien partager, j'aime bien discuter, échanger. Je ne suis jamais vraiment tombée dans un cabinet où on avait un vrai travail collaboratif. Ici, on a vraiment mis en place un vrai travail collaboratif. On fait des activités d'intelligence collective. Moi, je me suis aussi formée à la médiation, à la CNV, à la Oui. communication non violente. Enfin, c'est toutes des pratiques que j'aime bien, qui ne sont pas forcément choses très courantes. Parce que tu es pas venu travailler. Ben voilà, Ah oui, mais c'est si pour vous voulez, vous ça pouvez me en fait. réembaucher. Voilà. Et donc voilà, bah, j'ai pas vraiment de points négatifs. Les points positifs, bah, c'est que franchement, moi j'adore mon boulot. Je suis trop contente d'y aller tous les jours. Alors clairement, je me demandais quand est-ce que j'allais partir. C'était pour la fin de ma journée, quoi. Non, mais l'avantage, c'est qu'on s'est fait plein d'amis. Ça, c'était chouette. Mais bon, elles sont restées de ça. C'est les amis faits dans la douleur. C'est ça, ouais, on a fait C'est ça. On connaît. On se On va se connaît. faire ensemble. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je trouve ça hyper intéressant, justement, déjà hyper culotté, parce que faut le dire aussi, quand tu es dans un certain type de Ouais, ouais. cabinet, qui est quand même qui sont des gros cabinets, qui ont pignon sur rue, ben, c'est pas facile de tourner le dos. Je pense que tu étais avocat salarié en plus. Voilà, ouais. C'était le C'était topo. pas mal, quoi. Donc, c'est vrai que je pense que c'est compliqué aussi de se dire, OK, j'arrête tout ça, mais en plus, ce qui est amusant, je me permets, je digresse, mais toi, Marine aussi, c'est ce que tu as fait quand tu nous as rejoints au cabinet pour devenir associée. Tu as aussi tourné le dos à une certaine sécurité et à un fonctionnement pour changer complètement de vie. Tout à fait. Enfin, donc, je trouve ça intéressant. Et vous Bah, pour avez être fait tout à en deux choses différentes. Ouais, sauf que moi, j'ai changé, mais pour continuer à faire ce que je savais faire, Ouais. ce qui est différent d'Anne-Laure. Même Ouais, si mais on au reste final, sur le ouais. côté environnement quand même, hein, Ouais, environnement, et puis après, moi, écologie, ouais. etc. Mais c'est plus. Après, moi, j'avais monté mon cabinet quand j'étais à Paris, donc Oui. le développement, j'en avais déjà fait. J'avais monté une structure qui marchait correctement. Et chez Fidel, enfin, dans notre chez Fidel, j'étais responsable de département. En fait, il n'existait pas, donc j'avais dû créer de A à Z. Il n'y avait Le départ. pas d'offres, il n'y avait pas de. Donc bon, c'était quand même aussi une démarche assez entrepreneuriale, mine de rien. Donc ça me faisait pas trop peur. Et puis après, quand tu vends un truc que tu aimes bien, c'est quand même hyper agréable, quoi. Nous, c'est beaucoup plus chouette à vendre, quoi. J'aurais pas fait ça pour autre chose, quoi. Mais aujourd'hui, je regrette pas du tout. Et du coup, quand tu as décidé de changer de carrière, est-ce que ça t'a fait peur? Ou au Ouais, contraire, si, j'ai mis longtemps quand même, hein. Ouh, je pense que j'ai mis 3 ans. Ouais. Parce que bon, à chaque fois, je disais, ah, ah, ah. Et puis après, enfin, aussi, c'est pouvoir le faire. Enfin, moi, je sais moi, je me considère comme privilégiée, et je dis ça en me disant, bah, du coup, j'ai d'autant plus une responsabilité. Si on peut le faire, en tout cas, moi, je pouvais le faire parce que bon, mon mari travaille, et puis au pire, au pire du pire, du pire, du pire, on était là, bon, il n'y a pas vraiment de pire du pire. Je sais toujours de raisonner comme ça quand j'ai peur. Je fais le pire du pire, du pire, du pire, du pire, du pire. Et le pire du pire, il n'était pas si pire. Au pire, je reprenais la profession, et puis voilà, c'était ça le pire du pire. Je me dis, au pire, ça marche pas. Mais je me suis dit, bah, si j'essaye pas maintenant, là, faut saisir les opportunités aussi. Et donc, oui, ça fait un peu peur avant de. Mais c'est un peu comme tout. En fait, ça fait peur parce qu'on se fait des images de peut-être, de machin, avec des hypothèses. Mais une fois qu'on est lancé, ça ne fait plus peur. Oui. Et en termes de qualité de vie, du coup, tu as trouvé. Je pense que je travaille plus qu'avant. Ce qui est quand même un challenge. Un challenge. Non, Non, mais la qualité de vie. Non, mais en fait, vraiment, moi, comme j'aime ce que tu ce que fais. je fais, j'ai pas vraiment l'impression de travailler. Mm. Enfin, Ah, c'est chouette. c'est assez chouette. Et puis, du coup,
Puis du coup, c'est marrant. Bon, après, parfois, quand je me balade et comme tous mes clients, je suis là, je fais du vélo, je suis ah, Roquefort la ah, Carnot. Tout, on a des clients partout. Et c'est rigolo en fait aussi. Et ce que j'adore dans ce boulot, c'est qu'on travaille sur notre territoire. Parce que moi, quand j'étais avocate, bah, je bossais pour des clients, mais parfois, ils avaient leur siège, je sais pas, moi, en Hollande, leur machin, leur truc. Et donc, on est assez décorrélés, enfin, déracinés. Là, c'est super chouette de se dire, tu travailles pour ton territoire, tu connais ton territoire. Enfin, moi, je connais du coup maintenant les écoles, les communes, tous nos clients, les hôpitaux. Enfin, c'est chouette. On connaît les maires, on connaît les écoles, on rencontre plein de gens. On est dans un département qui n'est pas forcément le plus en avance sur ces questions-là, mais du coup, il y a plein de choses à faire. Ouais, c'est excitant aussi Ouais, d'avoir. c'est excitant d'avoir ce challenge quand tout est fait. Bon, bah, c'est quand même vraiment marrant, quoi. Là, nous, il y a 3 ans, quand parfois les gens ils disaient, non, mais vous croyez quand même pas qu'on va trier les déchets alimentaires? Vous croyez qu'il faut aussi trier le verre et le carton? Et t'es là, alors oui, ça, faut trier 80. Donc, on est, voilà. Et du coup, c'est chouette de faire bouger. Il y a plein de choses qui bougent. Et, C'est bien. Et d'y participer, je pense que c'est ouais, hyper gratifiant, quoi, aussi. ouais, c'est chouette bah, voilà, d'être ancré, quoi. En accord, en fait, entre tes valeurs et ce que tu fais. Exactement. Ouais. T'es ancré aussi, bah, voilà, là où t'es, genre physiquement, et puis dans ta tête. Enfin, c'est. Ouais. Ah oui, et même, oui, la vraie notion d'encre. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc le bilan est très positif. Ben ouais. Alors, comment tu vois les choses pour les 5 prochaines années du coup? Parce que Oula, les 5 prochaines années, Ouais. eh ben, on va collecter 10% de tous les déchets de la métropole marseillaise. Dans nous, on a déjà quand même pas mal de projets au sein des Alchimies de Provence, d'ouvrir une plateforme, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Puis voilà, après, là, c'est vrai qu'on est dans une vraie période où tout change. Il y a un peu voilà, c'est une nouvelle réglementation, enfin, nouvelle, elle est pas vraiment nouvelle, mais tout le monde pense qu'elle est nouvelle. En tout cas, depuis le 1er janvier 2024, tout le monde doit trier ses déchets alimentaires, alors qu'avant, il y avait des seuils. Donc bon, il y a un effet de vague. Peut-être que ça va un petit peu se stabiliser et descendre, mais je pense qu'on aura d'autres problématiques. Ça va plus être moins être de la conquête et plus de la fidélisation. On va plus pouvoir aussi se concentrer sur aussi la sensibilisation. On fait beaucoup de sensibilisation, la formation, de la sensibilisation. Parce que voilà, l'idée c'est vraiment d'embarquer les clients avec nous, d'en faire quelque chose de ludique, de positif. On n'est pas du tout, quand on arrive, on n'est pas là en mode ça va bien ce que vous faites, etc. On pense que pour que ce soit pérenne, il faut que ce soit simple et il faut donner envie aux gens. Donc voilà, en faire quelque chose de quand on fait des sensibilisations, c'est drôle, on fait des jeux et on fait des jeux tant avec des enfants qu'on a fait ça dans des EHPAD, on fait des quiz, on fait. Ah, voilà, l'idée c'est vraiment de se dire ah mais non mais je m'en faisais un monde, mais en fait c'est pas si compliqué. Et en fait c'est plein de petits, c'est voilà les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et c'est aussi comme ça qu'on va y arriver. Et à un moment il faut être un peu y a un changement radical qui doit être mené et ça c'est à la fois plein de petits changements, des gros changements. Et nous, en tant que particuliers, voilà, on a aussi ce pouvoir de faire ça. Et plus on fera des petites choses, ben, moins on vendra de gobelets en plastique. Si tout le monde a des gourdes. Et ça marche pour tout, hein, le coca, le machin, le truc. Enfin, et à un moment donné, si on arrête de consommer les produits polluants, de prendre 50 fois l'avion, bah, forcément, à un moment donné, c'est ça, ça répond à. C'est nous, les consommateurs aussi, qui avons Cette responsabilité. ce pouvoir et cette responsabilité. Et est-ce que tu penses que ton expérience d'avocate t'a servi et te sert aujourd'hui dans tes... Voilà, on pose souvent des questions. Hein. Attends, les CGV, les machins, les trucs, les contrats. Oui, alors c'est marrant de se retrouver du côté de l'exploitant. Aujourd'hui, je me retrouve. Avant, je conseillais les exploitants et j'étais alors la réglementation, on m'a dit que. Donc, je comprends aussi la difficulté, dans le sens où moi, je connais, parce que j'en ai quand même fait. Mais je comprends que l'exploitant, quand il va faire son fiscal, son social, son machin, nanana, plus l'environnement, c'est vrai que c'est quand même dans un état très réglementé. Et voilà. Mais oui, moi, ça me sert à décrypter des trucs, à mettre un peu de. Après, franchement, il y avait déjà pas mal de process assez pro. Donc, mais oui, ça me sert pour décrypter des trucs, pour mettre en place si j'avais des contrats, on va dire des choses. Mais bon, j'essaie de pas trop en faire. Oh là là. Après, moi, je faisais pas les droits des contrats, donc. Mais en droit de l'environnement, ouais, ça sert un peu. Alors, apparemment, il y a des petites questions. Je vais essayer de. Non, je pensais qu'elle s'affichait, mais Non, elle s'affiche pas. elle va s'afficher. Alors, Parce que vous ne voyez pas Naïs, mais elle est là et merci à elle. alors est-ce qu'un retour vers la profession serait-il envisageable? Moi, bah, envisageable, c'est toujours envisageable. J'en sais rien, je ne sais pas de quoi. Je ne peux pas prévoir l'avenir plutôt. Mais en tout cas, si je retournais vers la profession, je retournerais plutôt vers un truc vers une orientation plutôt association, contentieux de l'environnement. Ça, je pense que
j'arrêterai de faire du conseil en environnement derrière ma chaise. D'accord. Plus active donc. Ouais, plus engagée, active et quoi. plus engagée en accord avec tes valeurs. Exactement. Ouais. Ce qui, en fait, moi, quand j'ai commencé, hein, moi, j'ai fait mes études en 2004. Et déjà, il n'y avait pas de master en droit de l'environnement, hein, très très peu, quoi. Ouais. Il y avait du droit européen que j'ai fait. Voilà, Ouais. c'était une espèce de micro-matière comme ça. Et il y avait très peu de cabinets en environnement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça a vachement évolué. Après, ça dépend où, surtout. C'est vrai que pour avoir travaillé à Bruxelles, Ouais. là, c'est la place publique. Ouais, c'était pas mal ça. Au Royaume-Uni aussi, il y a beaucoup plus, Ouais. c'est beaucoup plus ouvert Ouais. et il y a un vrai engouement sur cette matière, mais depuis beaucoup plus longtemps que chez nous, en fait, en France, où je sais pas pourquoi, mais le droit européen ou le droit environnemental, c'est un peu une matière qu'on fait, si on fait du droit international, Ouais, on fait autre chose, mais qui n'est Ouais, pas... Parce que la réglementation était pas que française, en fait, c'était pour ça. Ouais, mais c'est quand même. Moi, j'ai beaucoup bossé sur C'est les réglementations européennes, ouais. Et Ouais. c'est souvent des règlements, donc les règlements, ils s'appliquent s'appliquent directement. directement, ouais. Nous vous laissons réviser la différence entre une directive et un règlement. Alors, on a une autre question. Avez-vous des conseils à donner pour les personnes qui n'osent pas se lancer dans une reconversion? Non, c'est bon. Bah, le pire du pire du pire du pire du pire. Bah oui, moi je dirais ça en fait. Bah, essayer d'identifier ses freins. Pourquoi on ne veut pas se lancer. Enfin, globalement, le frein, c'est souvent la peur. Hein. De quoi on a peur, pourquoi. Et voilà, et essayer d'avancer dans des scénarios, et peut-être faire des choses petit à petit. Mettre en place des briques, essayer des choses, d'essayer peut-être quelque chose à mi-temps. Ou... Voilà, si on a peur de se lancer dans... Et puis ce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même enfin, aujourd'hui, ce que je vois des clients, des gens qu'on accompagne aussi, on a beaucoup de personnes qui font des reconversions professionnelles et soit comme ils ont été salariés, ils partent au chômage, enfin ils partent avec une rupture conventionnelle, le chômage et puis Il y a la chance d'avoir ça en France. voilà, c'est en France, Si on peut. c'est ça. Si on peut, on l'a. Alors bon, pour les activités libérales, bon, c'est pas forcément le cas. Mais par contre, c'est vrai que dès qu'on est salarié, qu'on peut avoir cette chance d'avoir, ça permet quand même d'avoir pendant 2 ans, enfin 18 mois, je crois. Donc, ça risque d'être réduit, là, C'est un encore. peu réduit, mais bon, c'est ça. En tout cas, ça laisse le temps de se regarder, de Exactement. voir les freins et d'identifier un peu plus ce qui freine. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi moins de freins et moins de peur à la reconversion qu'il y a 20 ans, 10-20 ans. Mais après, quand on passe à d'autres pays, genre aux États-Unis, non, mais c'est absolument normal de changer de carrière. Ouais. Et en fait, c'est vrai que ce qu'on se pose la question, enfin, c'est évident que, en fait, bon, si on a fait, enfin, quand on a fait des études, qu'on a fait 10 ans de quelque chose, en fait, moi, j'avais peur aussi d'être un peu incompétente, le syndrome de l'imposteur et de ça, qu'on a tous, notamment nous les femmes. Et puis, en fait, on acquiert plein de compétences, mais on s'en rend pas forcément compte. Parce que quand on est avocat, on est quand même persévérant, bien rigoureux, carré, on sait lire, on sait analyser. Et voilà, en fait, ça, c'est une bonne résistance au stress aussi. oui, mais c'est vrai. Et ça, c'est des qualités dont tu as besoin dans plein de métiers. Donc, en fait, plutôt que. Parce que des compétences techniques, en fait, ça s'acquiert. Hein. Enfin, en fait, quand tu es avocat, de toute façon, tu passes ta vie à apprendre des trucs, d'apprendre des trucs, parce que les lois, ça change tout le temps. Donc, tu es tout le temps en train de faire travailler ton cerveau et d'apprendre. Donc, entre apprendre des techniques, de nouvelles techniques commerciales ou des ventes ou je sais pas pourquoi, et apprendre, finalement, c'est la même chose. Après, tu as des compétences intrinsèques. Et au final, moi, je pense qu'il faut aussi raisonner que ça aide. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a aidé à raisonner comme ça. Et tu as fait une formation pour t'accompagner dans cette... Non, moi j'avais fait une formation. Ah oui, ça j'avais oublié. En fait, j'ai fait une formation de médiation. Parce que j'avais fait une médiation en environnement, j'avais adoré. J'avais trouvé que c'était génial. Que, en gros, c'était tu vois, de ne pas partir au contentieux. J'avais trouvé ça super. Donc je m'étais dit que je voulais être médiateur. Donc j'ai fait une formation, donc je suis médiateur. Donc aujourd'hui, ça me sert beaucoup dans ma vie, dans ma vie de manager. Je m'applique la technique. Mais j'en ai jamais fait, enfin, j'ai jamais exercé en tant que médiateur. Je sais pas pourquoi je vais dire ça, mais. Donc, j'ai fait une formation ça. Mais c'est tout ce que j'ai fait comme formation. Mais ça m'a permis de me rendre compte que c'est pas ça que j'avais envie de faire et que. Ok. Hop, je crois qu'on a encore Une dernière question. Hop. Alors, est-ce que les alchimistes n'accompagnent que les professionnels ou également les particuliers? Bonne question. Alors, on accompagne aussi les particuliers. Alors, en gros, pour répondre à la question, je vais d'abord présenter le cadre, en gros, parce que l'obligation de tri des déchets alimentaires, il s'impose aux professionnels aujourd'hui, donc tous les professionnels, et aussi aux particuliers, mais les particuliers n'ont pas l'obligation de trouver des solutions eux-mêmes. C'est les EPCI, la métropole, en l'occurrence d'Aix-Marseille, qui a l'obligation de mettre en place, de proposer des solutions aux citoyens qui puissent leur permettre de trier leurs déchets alimentaires. Concrètement, à Marseille, dans la métropole, en gros,
pendant les 5 dernières années, ils distribuaient des composteurs. Moi, j'en ai un, je sais pas, donc on appelait la métropole, pour 10 euros, voilà. Et ensuite, ils ont passé un marché pour la collecte des déchets alimentaires. Donc, nous, on a accompagné la métropole pendant 3 ans pour le déploiement du tri en leur disant, on a testé différentes modalités, la collecte en porte-à-porte, le tri via des bornes. Et ce qu'ils ont choisi, c'est le tri via des bornes. Donc aujourd'hui, il y a des bornes à Marseille. Ils ont commencé par le 9-10, ensuite le 4-5. Et là, bref, ils vont déployer dans tout Marseille en 2024. Et ensuite, ils vont s'attaquer aux autres territoires. Et ensuite, donc voilà. Et donc nous, on a accompagné la métropole. On a fait des sensibilisations, des formations, etc. Et aujourd'hui, eux, ils sont en régie. Ils ont mis une petite tranche pour la collecte qu'on a gagnée, mais ils n'ont pas encore mis en place, pour les quartiers nord notamment. Donc oui, on accompagne les particuliers dans le sens où on travaille avec les métropoles. Par exemple, à Lyon, on a le marché, ils ont gagné le marché avec la ville de Lyon pour la collecte des particuliers. Et aujourd'hui, dans toutes les métropoles, le choix qui a été fait, c'est de mettre des points d'apport volontaires. Donc c'est les mêmes points d'apport volontaires que pour le quartier machin, sauf qu'ils sont marrons, vous les verrez. Marron, c'est la couleur, c'est notre Pantone déchets alimentaires. Tous les c'est très joli. Ouais, couleur de la terre. Et du coup, vous verrez, c'est des bornes carrées. Et en gros, les gens, ils doivent avoir des biosos, des contenants ou des sacs craft ou hop, et puis ils déposent comme ils déposent leur carton. D'accord. Et j'ai une dernière question, moi. Ouais. Sur la R&D, vous travaillez vachement parce que Ouais. vous avoir visité et tout, et c'est mon domaine, j'aime bien ça. Et du coup, vous travaillez vachement sur la R&D, vous avez développé une application, je sais pas, Ouais. je trouve ça chouette. Et ouais, on a intégré notre logiciel de planification et de reporting qui s'appelle Bluebob. Et donc, ça nous permet de faire tout le suivi des bacs, la traçabilité réglementaire et aussi comme on facture au réel, au poids des bacs échangés. En fait, on va encourager nos clients à moins jeter. Donc ça, et puis aussi un projet qui est un projet de cœur aussi, c'est qu'on fait du compostage de couches de bébé. Oh. En gros, un bébé, ça produit une tour Eiffel, une tonne de couches dans sa petite vie de bébé qui dure 3 ans. Et on a développé avec cellulose de Brocéliande, qui est un producteur de couches, une couche 100% compostable. Donc même les petits scratchs sont compostables. Ah, génial. Et donc là, on travaille plutôt avec les collectivités, parce qu'en gros, il y a cette idée de genre, il faut avoir le même... faut que ce soit notre couche qu'on collecte. Donc on travaille avec la ville de Paris et la ville de Lyon, et bientôt la ville de Marseille, pour justement composter les couches de bébés. Donc c'est le même processus, c'est-à-dire que vous mettez les couches compostables avec un processus de compostage, c'est de l'azote et du carbone. Hop, on mélange du carbone, genre du bois à bois. On mélange et puis on obtient du compost comme ce que vous avez vu dehors. Donc c'est assez, c'est fou. assez fabuleux. Et en plus, ça sent pas beaucoup moins que des déchets alimentaires. Alors ça sent vraiment pas bon. Improbable. Ah, c'est chouette. Donc ouais, on a aussi cœur à défricher un peu certaines choses. À faire de la recherche, à regarder ce qui se passe. Ah, c'est cool. Ah, les couches de bébé, j'y aurais pas pensé. Ben ouais, c'est vrai que c'est quand même organique. En fait. Ouais, et puis alors... Il y a des boîtes qui recyclent le pipi, parce que oui. les toupies là, à Bordeaux, là, qui... Ils recyclent le pipi. Oui, parce que c'est plein de... Ouais, c'est plein... en fait, on insiste, on va pas parler de pipi, mais on va parler de pipi. En fait, aujourd'hui, on peut quand même boire l'eau des toilettes en France. Oui. C'est quand même assez absurde. On est en restriction d'eau depuis le 1er novembre. Ouais. Enfin, depuis le 1er, plutôt juin dernier. Et il pleut plus, on n'a plus d'eau, bref, et on peut boire l'eau des toilettes. Ouais. Et donc, il y a une boîte qui s'est dit, c'est un peu comme nous, on s'est dit, on va arrêter de brûler les déchets. Ils collectent le pipi, donc ça peut être que dans des Dans des consos. pas unitaires, genre des toilettes publiques, etc. Et ensuite, ils leur introduisent dans la terre. En fait, c'est un fertilisant. Ok. C'est pour ça qu'on dit aux enfants de faire pipi sur les bords. Bien sûr. Ça va être la note de fin. Ben oui, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, tout se compacte, tout ce qui est organique, tout retourne à la terre. Et puis, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller regarder sur le site des alchimistes tout ce qu'ils font dans chaque région. Et c'est intéressant, je trouve, de se pencher sur ces sujets-là. Tout à fait. Bah, écoute, merci Anne-Laure. Merci. Avec plaisir. Ravi de vous avoir aussi. Et merci à vous tous. Et merci Anaïs derrière la caméra. Merci. Au revoir. Au revoir.